Dans cette vidéo, je veux fixer quelques éléments de vocabulaire. Cette vidéo est un petit peu technique. Vous allez voir que on va faire un développement un petit peu mathématique d'un calcul de vraisemblance intégré qui est approprié pour la comparaison de deux probabilités inconnues. Il ne vous est pas demandé dans cette vidéo et dans cet enseignement de savoir refaire cette démonstration. Il ne vous est pas demandé de mémoriser le fil du calcul en tant que tel. Il vous est simplement demandé de comprendre exactement ce que veulent dire chacune des formules, en particulier ce que signifie une formule de vraisemblance et à quoi elle sert, comment elle peut être interprétée, et également ce que signifie un rapport de vraisemblance, à quoi ça sert et comment on peut l'interpréter. Donc ce sont des éléments qui sont certes un peu techniques, mais en fait on va le faire qu'une seule fois. On va le faire pour le type de problème que nous avons ici sous la main, c'est-à-dire la comparaison de deux probabilités binomiales inconnues. Et en fait la formule à laquelle on va arriver est une formule générique qui sera valable pour une comparaison d'un nombre quelconque de groupes. Donc on fait le calcul une seule fois et ça sera utile pour tous les types de problèmes qui relèvent de la comparaison de groupes indépendants dans le cadre de ces modèles binomiaux. Fixons le vocabulaire. Et pour pouvoir discuter de ce qui suit, je rappelle simplement, ce sont des écritures que vous connaissez bien maintenant, que grand X1, grand X2 représentent les variables de comptage, en l'occurrence donc le comptage du nombre de recommandations, dans le premier et dans le second groupe pour l'expérience de Zimbardo. Pi1 et Pi2 sont les deux probabilités inconnues de recommander l'expérience. N1 et N2 sont les nombres de personnes qui font partie des deux groupes, donc en l'occurrence dans l'expérience, rappelez-vous, c'est 30 et 30 personnes. Grand N, c'est donc le nombre total de personnes dans l'expérience, 30 plus 30 égale 60, tout groupe confondu. K1 et K2, ce sont les comptages observés, 12 et 4 dans notre expérience. Faites bien la différence entre grand X1 et grand X2 d'une part, qui sont les variables aléatoires de comptage, qui sont les variables de résultat abstraites en quelque sorte, et les valeurs qu'elles peuvent prendre, tandis que K1 et K2 sont les comptages que nous avons effectivement obtenus dans l'expérience. La différence entre les deux, c'est que grand X1 et grand X2 ont pris ces valeurs de 12 et 4 ponctuellement dans notre expérience, mais auraient pu être différentes. À ce titre, ce sont des variables aléatoires. K1 et K2 sont les résultats particuliers que nous avons obtenus dans cette expérience de Zimbardo et qui pourraient être légèrement différents si, par exemple, nous recommencions l'expérience nous-mêmes. Donc, distinguez bien ces deux notions, la variable aléatoire d'une part et sa réalisation concrète à l'échelle d'une expérience d'autre part. Par ailleurs, on aura besoin de désigner aussi le nombre total de recommandations, tout groupe confondu, par grand K, c'est-à-dire K1 plus K2. Avant d'entrer dans le vif du calcul, par rapport à l'atelier précédent qui visait à vous initier à cette notion de modèle binomial à deux groupes, quel est l'enjeu pour nous dans cette section? C'est de pouvoir manipuler des vraisemblances qui ne sont plus des vraisemblances avec des probabilités fixées. Pi1 et Pi2 sont désormais des paramètres qu'on ignore, et d'ailleurs on se moque un peu de la valeur qu'elles pourraient prendre, parce que ce qui nous intéresse, c'est simplement la question de savoir si Pi1 et Pi2 sont égales ou différentes. Et avons-nous des éléments ou des arguments pour pouvoir défendre le scénario de l'égalité ou le scénario de la différence? Donc on va avoir besoin de manipuler des vraisemblances, quelles que soient les valeurs numériques que peuvent prendre les paramètres de probabilité Pi1 et Pi2. Autrement dit, des vraisemblances moyennées sur toutes les valeurs que peuvent prendre Pi1 et Pi2 pour l'un et l'autre des groupes. C'est la notion de vraisemblance intégrée. Pour pouvoir calculer ces vraisemblances intégrées, on doit d'abord partir du commencement, c'est-à-dire la nature des données que nous avons. 12 sur 30 personnes dans le groupe 1 ont recommandé l'expérience. 4 sur 30 personnes dans le groupe 2 ont recommandé l'expérience. Quelle est la nature des données ici que nous avons? Ce sont des comptages. Si nous avons des raisons sérieuses de penser que la probabilité de recommander l'expérience à l'extérieur ou à quelqu'un d'autre est la même pour toutes les personnes d'un même groupe, si nous avons des raisons sérieuses de penser que les réponses des gens ou le comportement des personnes en termes de recommandations est indépendant du comportement des autres sujets du même groupe, alors, si ces deux conditions sont réunies, unicité de la probabilité, indépendance des comportements de recommandation, nous savons que nous pouvons calculer la probabilité de tel ou tel comptage, de tel ou tel résultat concret pour l'un et l'autre groupe, par la loi binomiale. Elle est vraiment faite pour ça. C'est une loi qui permet de calculer la probabilité de voir apparaître un événement un certain nombre de fois. Donc, si ces conditions sont réunies,
alors notre modèle général de distribution, on va l'appeler comme ça, peut s'écrire de la manière suivante. Le comptage aléatoire dans le premier groupe suit une loi binomiale de paramètres n1, pi1, nombre d'observations, probabilité. Et le comptage aléatoire des nombres de recommandations dans le groupe numéro 2 suit également une loi binomiale, mais celui-là de paramètres n2, pi2. Ça, c'est ce que je vais appeler le modèle de distribution. Dans cette situation, c'est la nature des données qui nous amène à supposer cette loi de distribution, moyennant quelques conditions restrictives, on l'a dit, mais on arrive à ce modèle de distribution par un argumentaire qui porte sur la nature des données. Toute analyse statistique part d'abord et avant tout de la nature des données qu'on a, de la nature de la variable dépendante, pour utiliser le vocabulaire de la méthodologie. Une fois qu'on a fixé ce choix du modèle de distribution, au sein de ce modèle de distribution, on peut fixer un niveau supplémentaire d'hypothèses qui sont des hypothèses sur les paramètres de cette distribution. Ici, les paramètres de la distribution sont N1, Pi1, N2, Pi2. On a une distribution à deux étages ou à deux groupes. C'est un modèle binomial à deux groupes que nous avons là. Juste, par abus de langage, quand je désignerai les paramètres d'un tel modèle, je parlerai essentiellement de Pi1 et de Pi2, c'est-à-dire des paramètres de probabilité. Pourquoi? Parce que N1 et N2, qui sont réellement des paramètres statistiques de la distribution binomiale, en fait, sont des paramètres triviaux. Ce ne sont pas des paramètres qui nous apprennent quelque chose sur le comportement des sujets, puisque c'est nous, dans l'expérimentation, qui fixons le nombre de personnes que nous mettons dans le groupe 1 et dans le groupe 2. Donc, en tant que tels, ils ne font pas l'objet d'hypothèses psychologiques, ce sont des paramètres triviaux. Par contre, Pi1 et Pi2 sont vraiment des révélateurs ou des paramètres qui modélisent le comportement des sujets, ça dit quelque chose de substantiel par rapport en particulier à notre hypothèse psychologique. Donc, les paramètres d'intérêt pour nous dans ce modèle binomial à deux groupes, c'est Pi1 et Pi2. Et donc, au sein de ce modèle à deux groupes que nous avons là, on peut faire au moins deux hypothèses, au maximum ici dans la situation à deux groupes, deux hypothèses. On peut soit supposer que Pi1 est égal à Pi2, soit que Pi1 est différent de Pi2. Et selon les cas, évidemment, ça amènera une conclusion psychologique fort différente. C'est ce qui se trouve ici écrit. Si on se place dans le premier scénario Pi1 égale Pi2, les deux probabilités sont absolument identiques dans l'un et l'autre groupe, alors il n'y a plus de raison particulière de distinguer deux symboles, et on écrira simplement Pi1,2, le paramètre unique qui permet de les représenter simultanément. Ici, c'est un peu trivial dans la situation où on n'a que deux groupes que d'inventer ce symbole Pi1,2, mais vous allez voir, quand on va comparer trois groupes ou cinq groupes, ce sera très pratique pour nous d'avoir cette méthode de notation des symboles uniques par fusion des indices de groupe. On pourra avoir Pi1,3,5 par exemple, dans une situation à 5 groupes, où on pense que le groupe 1, le 3 et le 5 ont la même probabilité. Bon, ici c'est un peu trivial, mais on adopte et on mémorise dès maintenant cette convention d'écriture. Et puis la deuxième hypothèse, c'est que Pi1 soit différent de Pi2. Vous voyez qu'au fond, ce qu'on appelle hypothèse, c'est quelque chose qui vient fixer ou non certaines contraintes à l'intérieur d'un certain modèle de distribution. Donc, on a en quelque sorte, dans tout modèle statistique, ces deux niveaux d'hypothèse. Un niveau de distribution, qui touche à la nature des données qu'on a, et deuxièmement, un niveau d'hypothèse sur les paramètres de cette distribution, et la plupart du temps, ces hypothèses se formulent en termes d'égalité et de différence, parfois en termes d'intervalle. Du coup, le modèle qui se trouve ici écrit avec une différence sur Pi1 et Pi2, c'est le modèle qu'on va appeler le modèle binomial de la différence. Tandis que le modèle de l'égalité, qu'on peut réécrire sous cette forme qui est ici, x1 suit une loi binomiale de paramètre n1, pi1,2, x2 suit une loi binomiale de paramètre n2, pi1,2, on voit que c'est le même symbole de probabilité qui a été écrit ici en haut et en bas. Ce modèle-là, on va l'appeler M0, c'est le modèle de l'absence de différence, on dira aussi le modèle de l'égalité. Du coup, on peut aussi présenter les choses de la façon suivante. Si on a précisé dès le début que la famille de modèles de distribution qu'on se donne est une famille de modèles binomiales, on peut aussi, dans un deuxième temps, disposer les scénarios, les différents scénarios ou les différents modèles concurrents dans la situation donnée dans un tableau qui ne porte que sur les paramètres, et on véhicule ainsi exactement la même information. C'est une autre manière de présenter les choses. On dira par exemple que M0 et M1 sont deux modèles qui ne disent pas la même chose sur la probabilité de recommandation en condition de justification externe, entendez quand l'expérimentateur est sympathique,
ou en condition où il n'y a pas de justification externe, entendez, lorsque l'expérimentateur est plutôt antipathique. Que dit M0 dans les deux situations? Il dit que la probabilité de recommandation est exactement la même, pi1,2 dans les deux cas. Et par conséquent, la probabilité de ne pas recommander l'expérience est exactement la même aussi, c'est son complément à 1, 1 moins pi1,2, 1 moins pi1,2. Tandis que M1 est un modèle qui suppose que les deux probabilités de recommander dans la condition 1 ou dans la condition 2 sont différentes. On les appelle pi1 et pi2, et parce qu'elles ont un nom différent, on voit que ces probabilités sont distinctes dans le modèle. Et par conséquent, la probabilité de ne pas recommander l'expérience est de 1 moins pi1, 1 moins pi2. Autrement dit, elles sont également différentes, bien sûr, par effet miroir, dans ce modèle M1. Dans cette situation, les probabilités que nous sommes en train de manipuler sont inconnues. Nous ne savons pas à quelle valeur numérique les égaliser, et ça n'a pas d'intérêt théorique en tant que tel. On veut simplement pouvoir dire si elles sont effectivement identiques ou différentes, et on veut pouvoir, dans le calcul de la vraisemblance, prendre en compte toute valeur possible qu'elles pourraient prendre, avec ou sans contrainte d'égalité. Alors c'est maintenant qu'on va faire le petit calcul qui nous intéresse. Je descends tout de suite à la partie où nous détaillons ce calcul. Encore une fois, le développement que je vous propose ici est un développement qui n'est pas en tant que tel à mémoriser. Je vous demande juste de comprendre le sens des choses, le sens du déroulement du raisonnement et le sens des expressions finales auxquelles nous arrivons. Commençons par le modèle de la différence, parce que c'est plus simple. Le modèle de la différence, c'est celui qui dit la probabilité de recommander l'expérience n'est pas la même dans une condition et dans l'autre. C'est très exactement ce à quoi on s'attend si réellement la dissonance cognitive a raison, si la théorie de la dissonance cognitive a raison. Qu'est-ce que c'est que la vraisemblance, par définition? C'est la probabilité des données d'après le modèle que nous examinons. On va l'écrire de manière symbolique de la façon suivante. La vraisemblance du modèle de la différence, c'est-à-dire la vraisemblance du modèle M1, cette vraisemblance est elle-même notée par la lettre L, qui est l'initiale du mot likelihood, en anglais qui veut dire vraisemblance, L1, est un modèle, alors, et la vraisemblance du modèle M1 qui est à deux paramètres, c'est-à-dire qui distingue deux paramètres pi1 et pi2 qui ne sont pas égaux. Qu'est-ce que c'est par définition la vraisemblance de ce modèle? C'est la probabilité des données qu'on a, c'est-à-dire la probabilité d'avoir eu K1 recommandation dans le groupe 1 et K2 recommandations dans le groupe 2, sachant, c'est le sens de cette barre verticale ici, étant donné que, on pourrait aussi le prononcer comme ça, nous distinguons deux probabilités différentes, pi1 et pi2. Voilà ce que veut dire cette première ligne. Elle traduit simplement en symbole le sens même, ou la définition même de la notion de vraisemblance. Par application de la loi du produit, si les groupes sont bien indépendants, comme nous l'avons déjà signalé, on peut calculer cette probabilité conjointe des deux effectifs observés comme le produit de deux probabilités. Probabilité d'avoir eu K1 dans le premier groupe, multipliée par la probabilité d'avoir eu K2 dans le deuxième groupe. Et chacune de ces probabilités est placée sous la dépendance d'un paramètre séparé. Ce sera pi1 pour le premier groupe et pi2 pour le deuxième groupe. Ensuite, et pour finir, à l'intérieur de chacun des groupes, comment allons-nous faire pour calculer la probabilité d'avoir eu 12 par exemple dans le premier groupe et 4 dans le deuxième groupe? Ce sont les valeurs que prennent K1 et K2 dans notre cas particulier. Eh bien, on va utiliser la loi binomiale en argumentant le fait que la probabilité est bien pi1 identique pour tout le monde dans le premier groupe, pi2 identique pour tout le monde dans le deuxième groupe. C'est une hypothèse assez forte, mais pour l'instant on va rester à cette version simple du modèle. Un peu plus tard on étudiera des modèles de probabilité individuelle. Ici on va admettre que cette probabilité est exactement la même pour toute personne placée en conditions sympathiques, et la probabilité est exactement la même pour toute personne placée en conditions antipathiques. Si ça c'est vrai, et si à l'intérieur des groupes, les gens ont des comportements indépendants les uns des autres, c'est-à-dire qu'ils décident indépendamment les uns des autres de recommander ou non l'expérience à quelqu'un d'autre, alors nous pouvons pour le groupe 1 calculer la probabilité d'avoir eu 12 par une expression spécifique de loi binomiale, de paramètre pi1, et pour le groupe 2, une autre expression de loi binomiale, mais de paramètre pi2. Donc fondamentalement, la vraisemblance d'un modèle binomial de groupe à deux groupes, c'est simplement le produit de deux expressions binomiales. Si on avait 3 groupes, on aurait le produit de 3 binomiales, 4 groupes, le produit de 4 binomiales, et ainsi de suite. Le problème de cette expression, c'est que nous ne savons pas ce que vaut pi1, nous ne savons pas ce que vaut pi2, alors nous allons faire prendre à pi1 et pi2 toutes les valeurs possibles, entre 0 et 1.
Et nous savons déjà ce que ça donne puisque nous avons établi une formule pour une loi binomiale unique, qui est que quand au sein d'une loi binomiale on ignore la valeur exacte du paramètre de probabilité, on peut calculer une vraisemblance un peu particulière que nous avons appelée la vraisemblance intégrée, qui n'est pas autre chose qu'une moyenne de toutes les vraisemblances possibles qu'on peut obtenir quand on fait bouger pi1 entre 0 et 1. Et on avait vu ensemble que sur n observations, la vraisemblance intégrée était égale à 1 sur n plus 1. Alors ici, notre effectif d'observation dans le groupe 1, on l'a appelé N1. Alors on va adapter un petit peu notre formule ici pour la partie verte de notre formule. Par intégration, on aura simplement 1 sur N1 plus 1. 1 sur N1 plus 1, c'est la valeur de la moyenne de vraisemblance qu'on obtient pour le groupe 1 quand on prend en compte toutes les valeurs possibles que pi1 pourrait prendre. Et pour le deuxième groupe, la loi binomiale peut en moyenne prendre une valeur qui est égale à 1 sur N2 plus 1. Quand on multiplie ces deux morceaux de formule, on obtient une vraisemblance complète qui est la vraisemblance du modèle de la différence. Et vous voyez que cette expression est super simple à calculer. Par exemple, ici, on a 30 observations dans le premier groupe, 30 observations dans le deuxième groupe. 1 sur 31 multiplié par 1 sur 31, c'est quelque chose de très facile à calculer avec une machine. Et le calculateur intégré que vous aurez tout à l'heure à utiliser, eh bien, fait ce calcul pour vous automatiquement. Voilà pour la vraisemblance du modèle M1, le modèle de la différence. Maintenant, faisons le même raisonnement pour celui qu'on a appelé le modèle nul, qui est le modèle de l'absence de différence. On pourrait dire aussi que c'est le modèle à un seul paramètre de probabilité. C'est un modèle binomial à deux groupes, mais à un seul paramètre de probabilité. La vraisemblance s'appelle L0 par convention, et cette fois-ci, elle ne dépend que d'un seul paramètre de probabilité que nous avons appelé pi12, qui est un paramètre de probabilité commun aux deux groupes, par hypothèse. Par définition, cette vraisemblance, c'est la probabilité d'avoir eu K1 dans le premier groupe et K2 dans le deuxième groupe, d'après un modèle qui, cette fois-ci, suppose une seule et unique probabilité, pi12. Par l'application de la loi du produit, et à condition bien sûr que les groupes soient indépendants, nous pouvons calculer cette probabilité conjointe comme le produit de deux probabilités de groupe, s'il y a bien indépendance de groupe. Autrement dit, probabilité d'avoir eu K1 dans le premier groupe, mettons 12, sachant que le modèle suppose une unique probabilité appelée pi12, multipliée par la probabilité d'avoir eu K2 dans le deuxième groupe, selon un modèle qui a une seule probabilité pi12. Que vaut la probabilité d'avoir eu K1 dans le premier groupe? D'après un modèle qui suppose une seule probabilité pi12, eh bien, on la calcule par une expression binomiale, là encore en argumentant l'indépendance des sujets dans les groupes et la stabilité de la probabilité de recommander, comme nous l'avons fait dans le calcul de la vraisemblance L1. Ça va s'écrire Cn1K1 pi12, probabilité unique puissance K1, 1 moins pi12 puissance N1 moins K1. Voilà l'expression binomiale concernant le premier groupe. Et dans le deuxième groupe, on va calculer la probabilité d'avoir eu K2 par le même type de formule, sauf que c'est Cn2K2 cette fois-ci. Pi12 puissance K2, c'est la même probabilité, mais pas nécessairement le même effectif en exposant. 1 moins pi12 puissance N2 moins K2. Donc, on applique pour chacun des groupes, on utilise la formule de la loi binomiale, mais vous voyez que cette fois-ci, on est dans un modèle qui suppose que la probabilité centrale, la probabilité noyau, si vous voulez, de la loi binomiale, eh bien, est exactement la même dans les deux groupes, bien que les effectifs observés ne soient pas les mêmes. Si on réarrange un petit peu tout ça, en utilisant ce que vous savez du produit d'expressions qui ont des exposants, je vous renvoie à vos cours de lycée pour ça, vous savez bien que quand on multiplie deux expressions qui ont des exposants, pour peu que la base de cette expression exponentielle, comme on les appelle, soit bien la même, hein, par exemple, ici en bleu, on a bien du pi12 ici et du pi12 là. Par contre, les exposants sont différents, K1 ici et K2 là. On sait bien que quand on multiplie des expressions comme celle-là, qu'on appelle génériquement des expressions exponentielles, parce qu'elles ont un exposant, on sait bien que quand on multiplie des exponentielles, eh bien les exposants s'ajoutent. Donc c'est ce qu'on écrit sur la ligne 4. Ici, vous voyez, plutôt que d'écrire deux fois pi12 puissance K1, pi12 puissance K2, on peut l'écrire une seule fois, pi12 puissance K1 plus K2. Trouvez des cours en ligne qui vous rappellent le calcul sur les exponentielles si ce passage-là n'est pas clair pour vous. De la même façon, on a 1 moins pi12 ici,
1 moins pi1,2 ici, donc la même base d'exponentielle. Par contre, les exposants sont un peu différents pour ces deux morceaux en rouge, n1 moins k1 d'une part, n2 moins k2 d'autre part. Je peux malgré tout les rapprocher. Je sais qu'en multipliant des exponentielles, les exposants s'ajoutent. Donc j'écris une seule fois 1 moins pi1,2. Par contre, j'additionne bien les exposants, n1 moins k1 plus n2 moins k2 ici. Donc on essaye de synthétiser un petit peu cette expression pour essayer de voir dans quelle mesure on ne pourrait pas obtenir une expression qui soit évidemment plus simple à calculer, plus facile à mettre en œuvre dans le calcul concret, par exemple avec une machine. Au final, je peux contracter encore un petit peu, puisque en ayant pi1,2 k1 plus k2 ici, que représente k1 plus k2? C'est le nombre de recommandations que j'avais dans le groupe 1 plus le nombre de recommandations que j'avais dans le groupe 2. Par convention d'écriture, on a décidé d'appeler ça grand K en introduction, donc je le remplace ici simplement par grand K, ça va être plus sobre dans l'écriture de la formule. Et ici, de la même manière, dans l'exposant du terme en rouge, du facteur en rouge, on a n1 plus n2, et ça on a décidé de l'appeler grand N, le nombre total de sujets, 60 dans notre expérience, et on a moins K1 moins K2, ce que vous pouvez aussi écrire comme moins, ouvrez la parenthèse, K1 plus K2, autrement dit, moins grand K. Quand on arrive à cette toute dernière ligne, ici, on est frappé que l'expression à laquelle on arrive ressemble un peu à l'expression d'une loi binomiale, et on aurait aimé que ce soit le cas en vérité, puisque pour pouvoir calculer une vraisemblance intégrée, on a besoin d'avoir une expression binomiale complète, et alors on saurait qu'on peut, en moyennant toutes les vraisemblances obtenues en faisant varier pi1,2 pour toute valeur possible entre 0 et 1, on sait qu'on aurait obtenu 1 sur n plus 1, ce qui aurait été très pratique pour nous ici, et très facile comme calcul de vraisemblance intégrée. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On voit qu'ici, devant le noyau pi1,2 puissance k, 1 moins pi1,2 puissance n moins k, nous n'avons pas une combinatoire C grand N grand K, qui viendrait compléter une expression binomiale correcte. On a devant Cn1k1, Cn2k2, ce qui n'est pas la même chose. Bon, ça veut dire que quand on multiplie des binomiales entre elles, la formule à laquelle on arrive, même en fixant les deux probabilités à l'identique, n'est pas une loi binomiale. Par contre, on peut ruser un petit peu, et on peut faire apparaître le morceau qui nous manque. Qu'est-ce qui nous manque au fond pour pouvoir obtenir une expression binomiale complète? Il nous manque le C grand N grand K, qui, placé devant le pi1,2 puissance K1 moins pi1,2 puissance N moins K, nous donnerait ici, en effet, une expression binomiale complète et bien formée. Alors, on l'introduit d'autorité. Vous l'avez ici écrit en rouge, on l'introduit d'autorité, C grand N grand K. Par contre, pour avoir néanmoins une expression qui soit absolument équivalente au calcul que nous venons de faire, tout de suite derrière, nous le redivisons par C grand N grand K. On a bien quelque chose qui est absolument équivalent à la formule exacte. Simplement, ce qu'on a gagné dans cette réécriture, c'est qu'on l'écrit désormais sous la forme de deux morceaux. Un morceau ici à gauche où on connaît parfaitement toutes les quantités, il n'y a aucune inconnue dans ces crochets, et ça je peux le calculer très facilement avec une machine à calculer. Et puis un morceau à droite qui contient une inconnue, pi1,2, mais que nous savons intégrer grâce à notre formule magique 1 sur n plus 1. Donc au final, dans cette expression qui est là, je peux purement et simplement remplacer l'expression binomiale ici comportant une inconnue par 1 sur grand N plus 1, dont je sais ce que ça représente. Ça représente la moyenne, la valeur moyenne de vraisemblance, telle qu'on peut la calculer quand on fait décrire à pi1,2 la totalité du segment 0,1, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs possibles de 0 jusqu'à 1 pour ce paramètre inconnu, à condition d'accorder a priori à toutes ces valeurs de probabilité inconnues la même plausibilité initiale comme nous l'avions déjà dit. Au final, on obtient ici une expression qui est un peu plus difficile à lire, on voit mal d'où elle vient quand on la regarde toute seule, mais le raisonnement lui-même est très simple dans son principe. Ce que nous avons calculé ici, c'est la probabilité des données que nous avons, 12 et 4, dans l'un et l'autre groupe, d'après un modèle qui dit que pi1 est égal à pi2, on a décidé d'appeler cette probabilité unique pi1,2, quand on fait prendre à pi1,2 toutes les valeurs possibles entre 0 et 1. En moyenne, l'expression que vous avez là vous dit quelle est la vraisemblance qui en résulte. Au final, on a tout ce qu'il faut. On a la vraisemblance moyenne du modèle M1, c'est-à-dire du modèle de la différence. On a la vraisemblance moyenne du modèle M0, c'est-à-dire le modèle de l'absence de différence. Il suffit qu'on fasse ce calcul. Désormais, tout est connu, autant pour L0 que pour L1. Il suffit que nous fassions ces deux calculs et que nous comparions les vraisemblances. On saura très exactement quel est le modèle qu'il faut privilégier, quel est le modèle qu'il faut préférer. En pratique, on a déjà eu l'occasion d'en parler.
plutôt que de présenter les deux vraisemblances séparément, on va plutôt présenter les calculs sous la forme d'un rapport de vraisemblance, pour une raison simple, c'est que les vraisemblances sont des probabilités, calculées sur des données qui potentiellement peuvent être très nombreuses et qui au fond sont équivalentes à une grande multiplication de plein de probabilités. Et il y en a d'autant plus qu'il y a d'observations dans l'expérience qu'on mène. Donc si vous avez 200 000 observations, ça va, quoi qu'il arrive, vous donner des modèles qui ont tous des vraisemblances extrêmement faibles. C'est pas grave, parce que ce qui nous intéresse, c'est les grandeurs relatives d'un modèle à l'autre, pour le même nombre de données, mais c'est juste plus difficile et plus ennuyeux à écrire. Et donc on préfère, juste pour la commodité de l'écriture, pour avoir des nombres qui ont moins de 0 après la virgule, présenter les choses sous la forme d'un rapport de vraisemblance. Donc ici, on peut regarder ce que ça donne sans calcul numérique précis, mais encore une fois avec les expressions algébriques. Regardez ce que ça donne que le rapport de L1 sur L0, on va appeler ça le rapport des vraisemblances. Très rapidement, nous allons aussi appeler ça, pour des raisons qui deviendront plus claires un peu plus loin, le facteur de Bayes, parce que nous allons retrouver cette expression dans un raisonnement bayésien, dans un raisonnement qui utilise le théorème de Bayes, que vous aviez revu il y a quelques vidéos. Donc ce rapport de vraisemblance qu'on appelle aussi le facteur de Bayes, et qu'en abrégé on écrit pour cette raison B1, 0, facteur de Bayes ou rapport de vraisemblance comparant le modèle M1 avec le modèle M0, c'est ce que veut dire ce petit 1 et ce petit 0 ici. Il fait la division de L1 par L0, par convention entre nous, alors que c'est totalement arbitraire, mais vous verrez que ça présente quelques avantages, par convention entre nous, eh bien, on mettra toujours le modèle de l'absence de différence au dénominateur de cette fraction. Très rapidement, vous comprendrez pourquoi nous faisons ça. L1 sur L0, c'est quoi? C'est l'expression de L1, 1 sur N1 plus 1 multiplié par 1 sur N2 plus 1, divisé par l'expression de L0, c'est-à-dire Cn1K, Cn2K2 sur C grand N grand K, multiplié par 1 sur N plus 1. Et quand on réarrange un tout petit peu cette expression, tout ce qui est diviseur au dénominateur de la grande fraction ici se retrouve multiplicateur au numérateur de la grande fraction, selon les principes que vous connaissez bien, des divisions de fractions. Eh bien, on arrive à une expression où on voit apparaître au numérateur tout ce qui mélange les deux groupes, grand N, grand K, grand N, tout ce qui mélange les deux groupes, et au dénominateur tout ce qui au contraire les distingue, N1, K1, N2, K2. Et l'expression que vous avez là, qui pourrait être rentrée dans un petit programme informatique pour pouvoir faire le calcul facilement, avec juste les 4 valeurs, N1, K1 et N2 et K2, l'expression que vous avez là vous permet de calculer le rapport de vraisemblance. Comment fonctionne ce rapport de vraisemblance? Vous voyez bien comment il est construit. Fondamentalement, sa signification, c'est d'être le rapport de la vraisemblance du modèle de la différence sur la vraisemblance du modèle de l'absence de différence. Si les deux modèles ont la même vraisemblance, que va-t-il se passer en procédant à cette division? Le rapport des deux sera égal à 1. Donc on va dire que la valeur de 1 est une valeur centrale dans ce rapport de vraisemblance. Si on obtient 1, on ne saura pas décider lequel des deux modèles est le meilleur. On dirait que l'un est aussi bon que l'autre. Par contre, si ce rapport est supérieur à 1, compte tenu du sens dans lequel on a fait la division, c'est-à-dire L1 sur L0, ça voudra dire que la balance, si j'ose dire, c'est un peu comme les plateaux d'une balance, ce calcul, la balance penche du côté de M1. A l'inverse, si le rapport des vraisemblances est inférieur à 1, ça signifie qu'on aura ici divisé un plus petit nombre par un plus grand nombre, autrement dit que M0 a une plus forte vraisemblance, et on dira que la balance penche du côté de M0. Donc cette statistique à laquelle nous arrivons ici, qui est le rapport des vraisemblances, fonctionne comme les plateaux d'une balance. Supérieur à 1, il donne la faveur à M1, inférieur à 1, il donne la faveur à M0. L'avantage de cette formule que vous avez ici, c'est qu'elle est générique. Quand on va comparer 3 groupes, vous allez le voir bientôt, ou 4 groupes, la seule chose qui va changer, c'est que au dénominateur de cette fraction, on aura un terme spécifique pour le troisième groupe, Cn3K3, N3 plus 1. Si on a 4 groupes, on aura en plus Cn4K4, N4 plus 1 et ainsi de suite. Mais la forme générique de la formule ici restera toujours identique, elle aura la même structure. Ce qui veut dire que ce raisonnement et ce développement que nous venons de faire, qui était un petit peu long et un petit peu technique, je m'en excuse, nous ne le referons plus parce que ça nous amènerait exactement au même type de formule, et par conséquent, nous l'avons vu une seule fois et une fois pour toutes. Dans les vidéos qui vont suivre, on va voir comment cette méthode peut être mise en œuvre automatiquement, en particulier à partir des calculateurs qui sont intégrés à la page de cours,
Mais c'était important que nous fassions ce développement une seule fois, juste pour que vous compreniez bien ce que représente la vraisemblance du modèle M0, la vraisemblance du modèle M1, et pour finir, le rapport des deux vraisemblances pour pouvoir choisir entre deux modèles.